Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Notre plateforme est fondée sur un principe essentiel, la liberté d'expression. Nous croyons profondément que la compréhension du monde passe par le dialogue, la confrontation des idées et la pluralité des voix. C'est pour cette raison que nous invitons des intervenants issus de différents horizons avec des opinions parfois divergentes et nous le rappelons avec force. Les propos tenus par nos invités n'engagent jamais la plateforme, ils n'engagent que eux-mêmes. Ils ne représentent pas nécessairement la ligne éditoriale de la chaîne, mais nous leur donnons la parole car c'est ainsi que naît le débat, la réflexion et parfois la vérité. Cette démarche dérange, elle ne plaît pas à ceux qui préfèrent le silence au départ, à ceux qui préfèrent le terrorisme intellectuel, la censure à l'échange ou encore l'intimidation à la discussion libre. Pour ces lobbyistes, pour ces gens qui essaient à nous intimider, j'aimerais bien insister sur quelque chose. Nous résistons contre vous. Vous n'inquiétez pas, on vous connaît et on va résister contre vous parce que vous êtes en train d'exercer le terrorisme intellectuel, le terrorisme contre la liberté d'expression. Anas Abdoun, je m'excuse. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour. Merci infiniment. Anas Abdoun, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque, la guerre au Soudan. Un conflit brutal qui déchire le pays, détruit les villes entières, provoque des famines massives et expose des millions de civils, femmes, enfants, familles à des violences indescriptibles. Pour nous aider à comprendre les origines de cette stratégie, ses enjeux géopolitiques et le rôle des acteurs externes, nous souhaitons d'abord comprendre l'origine du conflit, quels sont les éléments historiques essentiels pour comprendre la situation conflictuelle actuelle, comment ce conflit s'est-il transformé en catastrophe humanitaire d'une telle ampleur? Oui, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation et pour le sujet qui est en fait un sujet extrêmement complexe. Et une fois n'est pas coutume, on va peut-être y aller avec une forme de chronologie historique parce que la particularité vraiment de la crise du Soudan et de cette crise humanitaire, c'est qu'en fait, elle a différentes couches de complexité. C'est la raison pour laquelle on va devoir faire énormément de pédagogie. C'est d'abord un problème politique, c'est un problème géographique, c'est un problème géopolitique et géoéconomique. Et donc, en fait, c'est pas simplement des éléments de simplification ethnique, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que lorsque vous prenez une carte et que vous regardez le Soudan, il est peut-être un petit peu tentant de dire finalement le Soudan n'est pas un territoire stratégique, ou alors il n'est pas aussi stratégique que les grands axes maritimes, etc. Et en fait, c'est méconnaître un petit peu le pays et les routes commerciales, parce que derrière cette plaine désertique, il y a beaucoup de routes commerciales, dont certaines sont stratégiques. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit, en préambule, de noter que le Soudan est à la croisée d'un certain nombre de sous-régions qui sont très stratégiques. Il borde le Sahel, il est dans la vallée du Nil, il est côtier de la mer Rouge et il est proche de la Corne d'Afrique. Et donc, quand on comprend en fait le Soudan, en fait, c'est le carrefour par excellence d'un certain nombre de sous-régions qui sont stratégiques et qui sont en crise. Ça, c'est la première des choses pour comprendre un petit peu que le Soudan, c'est pas simplement un point d'ancrage, c'est véritablement un point de domination géopolitique et parfois le deuxième théâtre d'opération d'autres conflits dans la sous-région, on y reviendra. Donc, première des choses, comprendre cette première strate de complexité qui est la géographie, qui en fait un pays stratégique. La deuxième des choses, c'est le système politique qui fonctionne au Soudan. Il faut comprendre qu'en fait, depuis l'indépendance, vous aviez un petit peu les mêmes matrices politiques et les mêmes matrices d'autorité politique. C'est-à-dire, vous aviez en fait une alliance
politico-militaire du Nord, plutôt arabe, proche parfois d'un certain nombre de courants de l'islam politique, qui marginalisaient un certain nombre de communautés minoritaires dans le Sud. Il y a toujours eu dans l'histoire du Soudan ce rapport de la domination entre le Nord et le Sud. Et donc, ça fait partie intégrante aussi de notre lecture. Il y a eu ensuite 2 guerres civiles qui ont abouti en 2011 à l'indépendance du Sud-Soudan. Et là, on fait une première lecture. C'est que souvent, il y avait cette lecture qui était très culturaliste, très avoir une lecture politique finalement très ethnique, de dire c'est les musulmans contre les chrétiens ou c'est les arabes contre les minorités subsahariennes, et que cette indépendance de 2011 finira par régler tout problème. Et en fait, ça ne réglait aucun problème. Pourquoi? Parce que la nature du système politique soudanais, au-delà de cette logique de domination du nord vers le sud, c'est 3 prismes fondamentaux. La première des choses, c'est déjà un organe sécuritaire qui est tentaculaire. Il faut comprendre que le rôle de l'armée et des services de renseignement au Soudan sont très importants. Et à bien des égards, l'armée et les services de renseignement sont l'État plus que l'État. Et puis, il y a donc le fait que, si vous voulez, qu'il y a cet organe sécuritaire qui est très important et qui est tentaculaire, qui touche toutes les vagues de l'institution politique, juridique, etc. Vous avez des États de rente qui sont très importants. Il faut savoir que le Soudan est un pays riche, notamment au niveau minier. Il a beaucoup de mines d'or. Et vous avez un petit peu ce système politique central civil qui est très affaibli. Et en fait, cette mécanique fait qu'en fait, vous avez des organes sécuritaires qui font de la captation de ressources. Et une fois qu'ils ont fait de la captation de ressources, ils arrivent à dominer, je dirais, l'État, l'organe politique et institutionnel de l'État. Pourquoi c'est important? Parce que si l'on regarde, par exemple, ce qui s'est passé durant les 2 décennies de Omar al-Bashir, donc qui était le chef d'État soudanais, qui est arrivé au pouvoir en 1989 et qui a quitté en 2019. Il est resté 20 ans au pouvoir, venu avec un coup d'État et parti parce qu'il avait été lâché par les militaires. Il avait lui-même commencé à mettre en place ce même système de domination, organe militaire. Mais ce qu'il avait fait, en fait, c'est qu'il arrivait à l'époque, donc 1989, au courant de la fin des années 90 et début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2000, Omar al-Bashir avait, souvenez-vous, très très mauvaise presse. Non seulement dans la sous-région, l'Union africaine, l'Occident en général. Omar al-Bashir était quelqu'un qui était vu effectivement comme un dictateur sanguinaire et dont c'était vraiment l'infréquentable de l'époque, avant même Kadhafi et 2011 et tout ce que l'on connaît. Omar al-Bashir, c'était l'infréquentable par excellence. Pourquoi? À cause de cette logique d'exaction du nord vers le sud. Il y avait beaucoup de campagnes, notamment au Darfour, etc. Et donc, ce qu'a essayé de faire Omar al-Bashir à l'époque, c'était de passer une alliance avec une milice arabe du Darfour qu'on appelait les Janjaweed, en fait. Et l'idée, c'était que l'État leur fournisse financement, équipement militaire, appui logistique, et que eux, derrière, finalement, matent les rébellions, armées ou pas, dans la région du Darfour ou du Kordofan. Et donc, toute cette région un petit peu du sud contestataire. Et donc ça, c'était une politique qui avait été mise en place dès le début des années 2000. Et l'idée, effectivement, c'était de créer une forme de distance entre l'État central et l'organe de l'armée et les milices. C'était un peu Wagner avant Wagner, c'est-à-dire dire qu'il y a des milices qui font des exactions dans le sud, mais officiellement ne pas reconnaître cet lien de dépendance, voire même de parentalité entre les Janjaweed et l'État central. Et donc ça a été une politique qui a commencé sur Omar al-Bashir, qui a fait vraiment, il y a eu de nombreuses exactions, beaucoup d'enquêtes des Nations Unies. On fait état de plusieurs centaines de milliers de morts, beaucoup de déplacés. Donc c'était une politique répressive extrêmement forte, mais qui sur le plan politique et économique pour Omar al-Bashir et l'État central était gagnante, parce qu'ils arrivaient effectivement à sécuriser les atouts économiques de la région, c'est-à-dire les mines d'or notamment qu'on retrouve au sud-ouest, mais aussi les corridors de plus en plus importants, soit qui mènent vers le Sahel, vers la Libye, etc. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, arrive en 2010 l'idée de réintégrer
ces fameux Janjaweed à la logique, à l'organe complexe sécuritaire. Parce que l'organe sécuritaire au Soudan, c'est pas simplement l'armée et les services de renseignement, c'est une multitude un petit peu de sections et de sous-sections sécuritaires dans le militaire renseignement. Et l'idée, c'était que les Janjaweed soient intégrés. Et donc, on change le nom qui faisait déjà mauvaise presse et on les appelle les RSF, donc les forces d'intervention rapide. Et donc, ces forces d'intervention rapide relevaient à partir de 2010 du ministère des services de renseignement. Et l'idée, effectivement, c'était de continuer ce contrat-là, sécuriser les frontières, parce que maintenant, avec 2011, le Sud-Soudan était indépendant, continuer effectivement à mater les différentes rébellions dans le Sud et sécuriser effectivement les atouts économiques, les mercenaires avec le Yémen, en fait, toute la complexité de la région. Toute l'économie informelle était souvent contrôlée par les forces d'intervention rapide, les RSF, qui avaient été confiées à Mohamed Hamdan Daglo, qu'on appelle Hameti. Donc ça, c'est important à garder en tête. Donc, de base, il y avait cette distanciation entre les Janjaweed et l'État, et ensuite, on les a intégrés sous les noms de RSF. Et puis de 2010 jusqu'à 2019, on s'est rendu compte que finalement, le RSF n'était plus simplement la milice qui sous-traitait finalement les ordres militaires du Soudan de l'État central, mais c'était devenu elle-même une espèce de monstre politique qui avait ses propres logiques de financement économique. Et en fait, on s'est rendu compte que de la même manière où l'État était organisé dans le nord, le RSF faisait la même chose dans le sud. C'est-à-dire création des ressources, notamment de l'or, et un certain nombre de l'or n'était pas finalement déclaré, on le retrouvait dans le black market, dans le marché noir, notamment via les Émirats arabes unis, on y reviendra. Il sécurisait de plus en plus les routes commerciales et d'acheminement militaire vers la Libye qui était déjà en crise et déjà divisée un petit peu, qui commençait dans cette étape de division entre 2010 et 2019 entre la Cyrénaïque, la Tripolitaine, Maréchal Haftar, etc. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, l'État central, les forces armées soudanaises, ont donné naissance au RSF, qui était un organe politique de base qui était dépendant, mais en fait qui a muté, qui est devenu tout aussi puissant parce qu'il avait les mêmes outils de captation économique. Il passait d'un certain nombre d'accords avec des puissances étrangères sans passer par l'État central. En fait, RSF devenait un autre Soudan. C'était un concurrent de l'État. C'était un monstre politique que l'on ne maîtrisait plus. À titre comparatif, pour celles et ceux qui aiment l'histoire, c'est l'histoire des Mamelouks. Hein. C'est-à-dire les Mamelouks, à la base, c'était des esclaves étrangers qu'on faisait venir pour combattre. Et puis très rapidement, cette masse d'esclaves très aguerris à la guerre, en fait, ne se rendaient pas compte qu'ils dépendent de l'État, mais que l'État dépendait d'eux. Et donc, le rapport de force a considérablement changé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y avait, dès 2018-2019, de très fortes tensions entre, d'un côté, Mohamed Hamti des RSF et l'État central de Abdel Fattah al-Bouhdan. Ce qui s'est passé, c'est que on a temporisé, si vous voulez, l'affrontement qui a vraiment démarré en 2023. Les racines étaient là en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? C'est que Omar Béchir, qui était celui qui chapeautait déjà tout cela, était de plus en plus contesté au Soudan. Il y avait une espèce de vague révolutionnaire qui démontre son départ. Et là, les deux organes militaires, donc FSA d'un côté et RSF de l'autre, se disent soit on persiste dans le soutien qu'on va apporter à Omar Béchir, et alors le risque, c'est qu'en fait, on risque de tomber avec lui et donc avec lui tout le système de rente, de captation de ressources, tout cet État dans l'État avec la prédation qui va avec risque de tomber, ou alors on a l'intelligence de le lâcher pour sauver finalement l'architecture du système de domination des militaires sur l'État. Et donc, c'est ce qui a été fait. Omar Béchir a été lâché par ses soutiens, donc qui étaient les deux forces militaires, déjà RSF qu'il avait créé, et les forces armées soudanaises. Et puis, il y avait une mission des Nations Unies qui a été fortement d'ailleurs appuyée par un fort lobbying de l'Union africaine pour dire maintenant qu'Omar Béchir est parti, il faut des garanties, il nous faut des éléments de la société civile dans cette gouvernance. Et on ne peut pas simplement garder le pouvoir aux militaires. Ce à quoi les militaires consentent, ils disent il n'y a pas de problème, on va démocratiser le Soudan. Finalement, ça ne dure pas plus de 2 ans. Et donc, de 2019 à 2021, une espèce d'accord,
je simplifie beaucoup pour qu'on comprenne, mais trilatéral entre les RSF, le FSA et en fait la société civile. Et dès 2021, il y a un accord entre les deux forces militaires nord et sud pour en fait dégager les civils du pouvoir et revenir sur le système bipartite, si on peut dire, de domination à travers l'armée et les forces de sécurité. Sauf que le point important en 2021, quand ils se mettent d'accord, c'est qu'à ce moment-là, Abdel Fattah al-Burhan dit il faut que le RSF soit pleinement intégré aux forces armées soudanaises. Donc, il peut plus y avoir cette dissociation entre le nord et le sud. Maintenant, cette parenthèse-là doit cesser. Ce à quoi les RSF consentent, donc Hemeti au départ consent, il y a un problème au niveau du calendrier, c'est-à-dire que le Nord forcément veut les intégrer le plus rapidement possible pour mettre fin à la concurrence de l'État au Sud, tandis que Hemeti à ce moment-là se dit je vais jouer la carte du temps parce que plus j'attends et plus il y a un inversement des équilibres des forces. Pourquoi? Oui, l'État central, c'est l'État central, mais moi je rends de moins en moins compte sur la captation des ressources que je fais sur mon territoire à Khartoum et au Soudan, aux autorités soudanaises et à Al-Burhan. Et en même temps, j'ai un certain nombre de puissances étrangères avec qui j'ai pris contact qui me motivent de plus en plus effectivement à jouer cette posture un peu plus indépendantiste. Et donc, il y a une incompréhension au niveau du calendrier, ce qui en fait fait comprendre aux forces armées soudanaises que RSF ne veut que gagner du temps et ne veut pas intégrer l'État central, si je puis dire, mais le but, c'est de prendre le contrôle de l'État central. Et en fait, l'idée fondamentale de ce conflit, et donc la guerre civile qui éclate en 2023, vient de cela. C'est d'abord une rivalité personnelle. Mohamed Hamdan Daglo, donc Hemeti d'un côté, Abdel Fattah al-Burhan de l'autre, donc deux généraux, deux personnes d'organes sécuritaires et deux organes sécuritaires qui veulent contrôler les ressources de l'État, parce que qui contrôle les ressources de l'État contrôle l'État. Toute la logique qu'il y a derrière, ethnique, religieuse, oui, ça c'est du carburant. Mais la source du conflit, c'est deux organes sécuritaires, en fait comme les luttes claniques qu'on peut retrouver dans un certain nombre d'États qui sont dirigés par les militaires, dans le monde arabe ou autre. Ça c'est une lutte clanique qui est allée un petit peu à mort. Pourquoi? Parce que là il y a la quatrième strate, si vous voulez. Donc la première strate, c'était la géographie qui est fondamentalement importante. La deuxième couche, c'est de comprendre le système de politique de domination nord-sud qui a toujours fonctionné entre d'un côté des élites arabes du nord contre les marginalisés du sud. Le troisième, c'était le double organe sécuritaire, les forces armées soudanaises d'un côté et le RSF de l'autre. Et le quatrième point, pour montrer la complexité de ce dossier, c'est la multitude d'acteurs régionaux et internationaux qui se sont greffés dans ce conflit à mort en fait entre le nord et le sud. Même si le Soudan du Sud maintenant est devenu indépendant, on reste toujours dans cette logique du nord et du sud, c'est dire qu'en fait c'était pas du tout un problème ethnique ou religieux. Alors la première des choses, c'est pourquoi on a un nombre important d'acteurs qui font de l'ingérence au Soudan. Déjà, il faut comprendre que les Occidentaux sont relativement absents de cette région-là, et donc il y a un conflit entre grandes puissances. Vous n'avez pas la Chine et les États-Unis d'un côté, et donc c'est un conflit où il y a beaucoup de puissances moyennes et de puissances régionales qui interfèrent. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, à partir du moment où les grandes puissances ne s'intéressent pas, en tout cas ne sont pas en première ligne dans ce conflit, eh bien vous avez forcément beaucoup plus d'appétit parce que le nombre de puissances moyennes qui peuvent rentrer sont plus importants. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que comme la structure politique soudanaise, que ce soit au nord ou au sud, en fait, c'est un État failli. C'est-à-dire, même là, je parle d'un État central au nord. En réalité, c'est un État qui a beaucoup de mal dans la structure politique de l'État. C'est des militaires au pouvoir qui arrivent à capter des ressources, mais on n'est pas vraiment dans un État avec ses institutions et son corpus juridique. Et donc, forcément, le billet d'entrée est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les différentes factions militaires, les différentes branches de l'armée, en fait, monnaient leurs allégeances de manière très bas. Faire de l'ingérence, c'est compliqué pour une puissance étrangère. Parce qu'il faut avoir les bons appuis, il faut que les services de renseignement fassent le travail en amont, il faut les appuis logistiques, ça prend du temps. Or, le Soudan, le ticket d'entrée est très rapide. Il suffit de prendre contact avec une
ou une sous-milice, faire un premier contrat, les aider à sécuriser une région qui a ses propres avantages de collecte économique, et vous avez déjà un pied au Soudan. Et donc, vous avez un certain nombre d'acteurs, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte évidemment, le Qatar, la Russie, la Turquie, l'Iran, tous avec des intérêts ou économiques ou stratégiques complètement différents. Parfois, vous avez des alliés régionaux sur un dossier qui, dans le cas du Soudan, deviennent des ennemis. Et donc, il faut bien comprendre quelles sont les motivations derrière l'ensemble de ces puissances et de sous ces puissances. La première, la plus importante, et celle dont on commande le plus et qui est la plus massive et en même temps qui est la plus intéressante en termes de pivot stratégique, c'est celle des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis soutiennent non pas l'État central ou le général Bouhrane, mais plutôt Hemeti et les forces d'intervention rapide. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, depuis quelques années, on a vu les Émirats arabes unis faire cette logique de projection de puissance à travers les côtes et leur industrie portuaire. DP World, Abu Dhabi Port Authority, on sait qu'ils ont cette idée de sécuriser les côtes, d'arriver sur l'intrant logistique. Et pour les Émirats arabes unis, à partir du moment où vous connectez l'intrant logistique, eh bien, vous êtes une puissance et qui est une puissance qui arrive à capter les richesses de l'ensemble de ces pays qui sont des importateurs importants. Donc l'idée, la première des choses, c'est de cette continuité de projection portuaire. Elle est présente bien sûr dans le détroit d'Ormuz, son propre territoire, Fujairah, Abu Dhabi, etc. Et le port de Ben Ali. Vous avez ensuite la présence qui est encore actuelle au Yémen au niveau d'un certain nombre d'infrastructures portuaires. Et donc l'idée, il faut être aussi sur la mer Rouge. Sur la mer Rouge, forcément, les Saoudiens ne vous laissent pas entrer et donc vous allez vous basculer de l'autre côté et vous vous retrouvez au Soudan. Donc ça, c'est la première logique, c'est l'expansion par la sécurisation des infrastructures portuaires. C'est un cas d'école stratégique d'expansion des Émirats arabes unis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les Émirats arabes unis sont très partie prenante dans un conflit dans la région qui n'est pas au Soudan, c'est en Libye. Et les Émirats arabes unis sont un des principaux soutiens du maréchal Haftar, qui est à l'est. Et il faut savoir que les importations d'armement à travers la mer Méditerranée devient de plus en plus compliqué depuis que la marine turque sécurise ces endroits-là. Parce que les Turcs, eux, soutiennent un peu l'État central, Tripoli, et donc sont plutôt à l'ouest, mais la marine turque, elle aussi, tente de sécuriser les importations, et donc ils ont coupé un petit peu, si vous voulez, le flux d'importation, même si ça passe aussi par l'Égypte, j'y reviendrai sur ce point. Et donc, pour les Émirats arabes unis, c'est une route commerciale importante parce qu'elle peut, à travers la mer Rouge, déverser un certain nombre d'équipements militaires qui remontent aux forces soudanaises, donc RSF, et en même temps qui part vers le maréchal Haftar pour qu'il puisse essayer de rééquilibrer cette guerre qui a son désavantage depuis que les Turcs sont entrés, notamment avec leur drone de combat Bayraktar. Donc ça, c'est le deuxième des choses. Et puis le troisième élément, qui est très important et qu'il faut comprendre qu'il y a une forme de distanciation maintenant entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, c'est qu'en fait, les Émirats arabes unis sont devenus des alliés stratégiques de l'Éthiopie. Et là aussi, ça ouvre un sous-chapitre sous un autre conflit, c'est qu'il y a eu le conflit de la Renaissance. On se souvient que pour l'Égypte, le Nil est plus important que le canal de Suez. C'est stratégique. Ça fait partie de son identité, c'est stratégique pour son agriculture et pour son économie. Et donc, on se souvient qu'elle était très hostile à ce projet. Elle avait même menacé de bombarder le barrage de la Renaissance. Et donc, elle a voulu ramener un certain nombre de puissances régionales en appui. Les Émirats arabes unis, à l'époque 2015-2016, quand cette idée de barrage avait commencé, étaient en soutien inconditionnel aux Émirats arabes unis, parce que c'était un soutien automatique. Après tout, c'est des pays qui collaborent, qui sont plutôt stratégiquement proches. Ce sont des pays qui sont foncièrement anti-frères musulmans aux Émirats arabes unis en Égypte. Et lorsque les Émirats arabes unis avaient voulu imposer un blocus contre le Qatar, eh bien l'Égypte a participé à ce blocus. Donc en fait, finalement, c'était presque un soutien naturel. Et puis les Émirats arabes unis ont mis l'Égypte dans la balance stratégique avec l'Éthiopie et se sont rendus compte qu'il était peut-être plus intéressant de soutenir l'Éthiopie plutôt que l'Égypte. Pourquoi? Parce que le rapport d'équilibre entre l'Égypte,
la grande Égypte démographique du monde arabe, centralité du monde arabe. En fait, ça n'existe plus tout ça. L'Égypte aujourd'hui, c'est un géant démographique, mais économiquement très fragile. Le rapport d'équilibre entre les Émirats arabes unis et l'Égypte est totalement en faveur des Émirats arabes unis. Et donc, les Émirats arabes unis, si elles soutiennent l'Égypte, elles ne gagnent rien. Elles ont déjà l'Égypte dans la main, si je peux me permettre. Tandis que si elles vont soutenir l'Éthiopie, non seulement elles vont garder l'Égypte comme un allié et un partenaire, parce que l'Égypte a besoin des liquidités des Émirats, mais en même temps, elles appuient une puissance en devenir qu'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est tout aussi 100 millions d'habitants. C'est des chiffres de croissance économique qui sont entre les 9 ou 10%, donc c'est impressionnant. Donc les Émirats arabes unis veulent cette part de gâteau, mais surtout, il y a deux choses. Il y a une puissance industrielle en devenir, mais l'Éthiopie est un pays enclavé. Et qui dit pays enclavé dit qu'il a besoin d'un accès à la mer Rouge pour apporter l'ensemble de ses besoins. Et donc, ça rejoint le premier point. C'est là où la stratégie d'importation logistique et de projection par les ports et par la présence maritime devient un atout pour les Émirats arabes unis. En fait, ils disent tous la puissance de l'Éthiopie, ce que va apporter. Moi, je vais capter une partie de cette richesse, notamment au niveau des ressources. Et donc, dans cette logique-là, il faut effectivement aussi soutenir les forces RSF parce que de l'autre côté, l'Égypte soutient le général Burhan. Donc ça, c'est pour les Émirats arabes unis. L'Égypte, elle, c'est le cas contraire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le pouvoir central, vous avez donc les militaires et ils sont aussi alliés à un certain nombre de groupes politiques qui sont plutôt proches de l'islam politique. Or, l'islam politique, c'est les ennemis jurés de Abdel Fattah al-Sisi et de l'armée égyptienne. Sauf que pour eux, ils doivent appuyer le pouvoir au nord parce que ce qu'il en va, c'est la stabilité du Soudan. Et la stabilité du Soudan, c'est extrêmement important pour l'Égypte parce que déjà qu'on est en confrontation avec le barrage de la Renaissance en Éthiopie, si en plus on a un certain nombre, si le Soudan devient un État failli avec plein de groupuscules, l'Égypte tombe derrière. C'est-à-dire la profondeur stratégique de l'Égypte est menacée, non seulement vis-à-vis du Nil, mais la frontière entre l'Égypte et le Soudan, c'est une vaste désertique, c'est une frontière poreuse. Et donc, qui dit instabilité au Soudan dit instabilité en Égypte. C'est la même, pour vous donner une analogie, c'est la même inquiétude que peut avoir l'Algérie vis-à-vis du Sahel. Elle fait très attention à ce qui se passe au Sahel parce que l'instabilité au Sahel peut, avec des frontières poreuses, peut atteindre, si vous voulez, la stabilité algérienne. Donc, c'est pour ça que les Algériens sont très présents dans la région parce qu'il en va de leur intérêt général. Et puis derrière cela, vous avez d'autres intervenants. Vous avez la Turquie qui elle-même veut éviter effectivement que ce flux d'acheminement d'armes du Soudan aille vers la Libye. Vous avez la Russie qui a négocié ses propres minerais d'or qui sont des réserves de change très importants pour financer la guerre. Vous avez les Iraniens qui ne veulent pas simplement laisser le monopole de la réconciliation aux Égyptiens, aux Saoudiens. Vous avez les Saoudiens, en fait, qui, pour la première fois, dans la région, se présentent comme une force de stabilisatrice. Les Saoudiens disent aujourd'hui, le Nord et le Sud, il faut s'asseoir autour d'une table et régler les problèmes. Pourquoi? Parce que tout le projet de l'Arabie Saoudite et de la vision 2030, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont financées, qui sont aussi sur la mer Rouge. Et donc, si moi, je mets des milliards et des dizaines de milliards d'investissements pour amener les touristes et les touristes les plus fortunés de la planète, c'est pas pour que 40 km de l'autre côté de la mer Rouge, il y ait une guerre civile. Et donc, vous avez un certain nombre comme ça d'intérêts convergents et divergents sur une strate d'un pays qui est divisé, en fait, politiquement, qui est divisé économiquement et qui est divisé aussi géographiquement, fait qu'en fait, on a un vrai problème, déjà un problème humanitaire. Là, je parle sur des grandes considérations géopolitiques. C'est d'abord, naturellement, un drame humanitaire, c'est des exactions, c'est des viols, c'est de la torture, c'est des millions de déplacés. Et malheureusement, le Soudan n'a pas les relais d'opinion comme pouvait l'avoir Gaza, par exemple, qui forcément cristallise plus le monde arabe, alors que là, ça devrait être tout aussi légitime. Et malheureusement, il y a toujours ce deux poids, deux mesures. Et puis, il y a un risque dans toute cette configuration géopolitique, c'est que le risque fondamental, c'est que l'on comprend entre cette guerre qui a passé un cap supplémentaire ces derniers mois en termes de violence, en termes de projection de violence, aussi parce que les Émirats arabes unis envoient des armes de plus en plus lourdes, que l'Égypte soutient le pouvoir du Nord, mais plutôt timide sur le soutien logistique et militaire parce qu'elle est aussi alliée aux Émirats arabes unis. C'est la raison pour laquelle maintenant les Turquie et les Qataris viennent avec un peu plus de force. Eh bien, le risque, effectivement, c'est d'avoir un Soudan comme une Syrie ou comme une Libye
qui est un État qui est failli, qui est divisé encore plus que ce qu'il est maintenant, ce qui serait une explosion dans la région, non seulement pour l'Égypte, pour l'Éthiopie, pour les pays du Golfe à travers la mer Rouge, pour le Sahel aussi à l'Est. Et donc, il y a un paradoxe très important, et je m'arrête pour ne pas être trop long. Le vrai paradoxe, en fait, c'est que c'est un conflit qui passe largement sous les radars, non seulement d'un point de vue humanitaire, bien sûr, mais aussi au niveau des intérêts géopolitiques. On n'en parle pas beaucoup, on ne maîtrise pas beaucoup les dossiers, alors qu'il a un potentiel explosif parce que s'il continue à prendre la direction qu'il prend maintenant, eh bien, l'explosion de la sous-région au Soudan et au Darfour, en fait, le risque, c'est que pour restabiliser ces régions-là, vastes désertiques, il n'y a pas de système d'État sur lequel vous pouvez vous reposer. Vous n'avez pas de point d'appui logistique pour venir effectivement renforcer les structures politiques fragiles existantes. Si ça tombe, pour reconstruire une forme de stabilité, ça vous prendra 3-4 fois plus de temps que ce qu'on a pu le faire pour la Syrie alors qu'on a dépassé les 15 ans. Merci, professeur Anas Abdoun, pour vos éclairages. Nous espérons que cette discussion permettra au public de mieux comprendre un conflit trop souvent ignoré, je m'excuse, mais dont les victimes n'ont pas le luxe d'être oubliées. Sur Espoir et Dignité TV, nous continuerons de donner la parole, même lorsque cela dérange, et de défendre la liberté d'expression, car c'est notre mission. Merci beaucoup et à bientôt.